Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Campus Matin Réseau des INSPE. Je suis Théo Aberbuch, le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver en nombre aujourd'hui. Vous êtes très très nombreux à vous être inscrits pour discuter de cette question en pleine actualité, à savoir l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans la formation des enseignants, dont le rôle est évidemment interrogé. Les missions sont interrogées avec ce bouleversement. Il est donc essentiel de les préparer à un usage éclairé de l'IA. L'essor des technologies numériques plus largement soutenues en France par l'État, par le programme France 2030, pose des questions d'intégration, de diffusion des solutions qui existent jusque dans les salles de classe. C'est pour parler de tout ça et sans doute de bien plus que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un beau plateau. Je vous les présente rapidement avant de leur donner la parole pour un premier tour de prise de contact. Donc, je vous présente Hamid Chachoua, qui est le vice-président recherche du réseau des INSPE et qui dirige l'INSPE de Grenoble. Bonjour Hamid. Avec nous, on vous entend bien, Hamid? Bonjour. Ouais, Oui, voilà, c'est on bon. vous entend. Bonjour. Magnifique, magnifique. C'est aussi des échauffements de son. Voilà, on s'échauffe. Erwan Petel est avec nous. C'est un inspecteur général de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On peut presque dire qu'il est devenu le monsieur IA de l'inspection générale. Sans doute pas le seul, mais l'un de ceux-là. Merci, Erwan, d'être avec nous. Bonjour Théo, bonjour à tous. On va passer la parole et saluer Aude Guénaud, qui est la présidente de l'association EdTech France, qui fédère ces acteurs du numérique éducatif et qui dirige aussi la société Plume. Bonjour Aude. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et puis, comme on voulait bien sûr avoir une perspective internationale, on a la chance d'avoir avec nous George Wilson, qui dirige les programmes d'anglais et d'éducation scolaire au British Council en France. Bonjour George, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Parfait. Bah, merci à tous les quatre. Je vous avais soumis cette première petite question pour nous préparer un petit peu et rentrer dans le sujet. Si vous deviez aujourd'hui recommander à un enseignant qui débute un outil ou un usage de l'IA, quel serait-il? Voilà un petit insight que je vous propose avec lequel je vous propose de commencer. Aude, vous êtes partante pour vous lancer? Écoutez, avec plaisir. La question de savoir pour se lancer avec l'IA, par quoi commencer? Je pense par quoi commencer? Commencer par ne pas se lancer tout de suite dans un outil, mais dans la compréhension des enjeux et notamment des modèles pour avoir une compréhension qui soit une compréhension éthique et générale. Parce que, et on va en parler plus spécialement, on a beaucoup de collègues qui utilisent des outils, et je les comprends totalement, ayant enseigné pendant 12 ans les lettres modernes, mais qui malheureusement font sortir les données de nos élèves et n'ont pas une gestion qui soit rigoureuse et pérenne des données. Donc, pour commencer l'IA, mon conseil, c'est vraiment d'avoir une réflexion autour de l'IA. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui soit très académique, parce que je dirais que nos outils et nos solutions, elles ont du sens parce que justement, elles sont pensées par des professionnels de l'éducation. Et ma remarque, c'est de dire que l'IA en éducation, c'est quelque chose de très spécifique qui ne peut pas être assimilé à tous les grands usages de ChatGPT, etc. Et pourtant, c'est ce que font nos élèves. Donc, c'est là qui est la difficulté. Voilà. Bon, on va essayer d'explorer cette boîte noire. Merci pour cette première piste de réflexion, Aude. Hamid Chachoua, vous, depuis l'INSPE de Grenoble, quel serait le conseil que vous donneriez? Oui, je pense, je suis sur la même ligne que Aude. Donc, d'abord, je fais juste une première remarque, et ça va dans le sens de ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas l'outil en lui-même qui importe, c'est bien l'usage qui en est fait, et surtout, toujours qui doit être pensé par rapport à l'intention pédagogique. Et donc, c'est pour ça que pour nous, il est important que les enseignants soient dotés d'un certain nombre de moyens pour qu'ils puissent questionner, comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et c'est dans ce sens-là que je pense que derrière la question, parce que ce que je viens de dire, il est valable pour n'importe quel outil numérique. Or, je pense, le webinaire,
En filigrane, il y a quelque chose de particulier, c'est l'IA générative. Générative. Et si on pose ça, c'est qu'il y a une spécificité par rapport à d'autres outils numériques. Et donc, c'est dans ce sens-là que, parce qu'elle s'est imposée à la société et à l'école, bien entendu, sans que la recherche actuellement ne produise quelque chose de solide sur les usages. Et donc, à mon avis, pour répondre à la question, ce que je recommanderais à un enseignant débutant, parce que la question c'est bien un enseignant débutant, hein, parce que, serait de limiter l'usage de l'IA générative dans les premières années de pratique. Ça peut paraître paradoxal par rapport aux urgences, etc., mais c'est bien cette position-là que je vous donnerai, mais de l'introduire de façon progressive, questionner. Pourquoi cela? Parce qu'il y a d'abord, il faut qu'il construise une pratique de référence, qu'elle soit solide, réfléchie, pour qu'il puisse l'enrichir par d'autres outils numériques, et en particulier par l'IA générative. Et c'est dans ce sens-là que ça me renvoie vers un autre point sur lequel on reviendra, c'est l'importance de la formation initiale et des néo-titulaires, c'est-à-dire les 2-3 premières années, pour qu'ils puissent doter de construire cette pratique de référence et de questionner de façon progressive l'IA par rapport aux différents enjeux possibles. Bon, ça nous donne des très bonnes pistes pour la suite. Merci Hamid. Erwan Petel, qu'en dit l'inspecteur général? Bon, alors, c'est pas l'inspecteur général forcément qui va systématiquement répondre, hein, mais ça fait maintenant à peu près 2 ans que je travaille sur ce sujet. Il se trouve en plus que j'ai un background de biologiste et donc j'ai travaillé beaucoup sur les animaux. Et la première chose qu'on fait systématiquement avec un animal que nous sommes, c'est d'explorer. Parce qu'on a besoin, on est curieux. Et donc, je pense que la première des choses à faire, c'est de toucher, c'est d'explorer à bas bruit pour son usage personnel, puis professionnel, mettre ça dans des contextes spécifiques. Effectivement, il va falloir accompagner les enseignants, au même titre qu'il va falloir accompagner les élèves à l'usage et à l'entrée de ces IA, parce qu'en fait, c'est pas une IA, il y a les IA génératives, il y a les applications que développe Aude notamment et d'autres partenaires de la EdTech qui contiennent des IA. Mais l'IA n'est pas forcément présente et visible. Une IA adaptative, elle ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui va produire quelque chose face à l'utilisateur. Enfin, en tout cas, pas de visible. Donc, il faut explorer, il faut voir un petit peu, il faut toucher. Moi, c'est ce que je disais récemment. J'étais la semaine dernière en Haute-Savoie auprès de Réseau Canopé et de la drame de locale. Et je disais que moi, je pense qu'un des exemples les plus frappants de l'utilisateur de l'IA que j'ai pu être à un moment donné, c'est la conversation vocale. C'est d'interagir véritablement avec une IA générative directement par la voix avec une idée en tête. C'est quand même un usage extrêmement simple, extrêmement concret, y compris pour ceux qui n'ont pas une maturité numérique importante. Et on voit véritablement comment dire, c'est pas une question de qualité, mais en tout cas l'intensité en fait de ce que ça peut représenter en termes de production. C'est extrêmement impressionnant. Donc toucher, il faut toucher. Eh bien, on va essayer de toucher tout ça et on termine ce premier tour de table avec vous, George, pour savoir là aussi ce que vous conseilleriez. Je me joins aux autres intervenants. Je pense que le plus important, c'est d'être curieux. En fait, on ne peut pas se passer de s'informer et de savoir comment ça marche. Et donc, le premier pas, c'est vraiment, comme a dit le précédent intervenant, de toucher, d'expérimenter. Pour aider à cela, je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a autant d'utilisation de l'IA qu'il y a d'enseignants. Il n'y a pas d'utilisation fixe, il y a tellement d'outils, tellement de moyens qu'on peut imaginer. Donc, pour aider avec ça, le British Council a produit un livre qui porte sur 43 activités que vous pouvez utiliser en tant que professeur débutant pour s'approprier ces outils et pour se forger une idée soi-même de comment faire ça. Donc, voilà, je pense que ma recommandation, c'est vraiment de lire ce livre qui est gratuit et qui permet justement d'avoir des idées pratiques d'utilisation, mais aussi de voir un peu les enjeux
éthique, protection des données, etc. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat. Oui, alors effectivement, en préparant ce webinaire, plusieurs d'entre vous m'ont communiqué déjà des ressources. Donc, j'ai une petite bibliothèque de liens que je vous partagerai aussi tout à l'heure au fur et à mesure du webinaire. Ça me permet aussi de rebondir sur ce qu'a dit mon collègue dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra bien sûr au fur et à mesure pour que ce soit le plus interactif possible. Alors, vous l'avez déjà esquissé, il y a beaucoup de changements, hein. Il y a des impacts dans la salle de classe, il y a des élèves qui utilisent l'IA sans forcément la maîtriser, vous l'avez plus ou moins tous dit. Voyons un peu ensemble maintenant les changements visibles, ce que l'IA modifie dans les enjeux du métier d'enseignant. Vaste question qu'on va essayer de ramasser un petit peu. Aude Guénaud, je repars un peu vers vous, votre perspective sur ces premiers impacts. Oui, alors la perspective sur les premiers impacts, la première chose, c'est que les collègues sont souvent un petit peu déstabilisés par le fait qu'ils doivent faire face à des élèves qui ont des usages bien plus avancés dans le sens abouti que eux, ce qu'ils ont pu faire. Et un des paradoxes de la EdTech, on l'a évoqué, c'est qu'en fait, il y a 5 ans, nous, en tant qu'association, on regroupe 480 sociétés qui proposent des outils numériques éducatifs aux écoles, aux collèges, mais aussi au lycée et la formation tout au long de la vie. Hein. C'est pas la EdTech, c'est pas que pour le scolaire, hein, c'est aussi la formation après quand on est un adulte et qu'on veut se reconvertir, par exemple, avec Open Classroom, par exemple. Et donc, en fait, il y a 5 ans, on devait convaincre les gens que la EdTech, c'était un outil intéressant, voilà, stimulant, avec des types d'interactions qui soient différents, pas forcément en présentiel, mais qui présentaient des modalités, par exemple, d'accessibilité extrêmement intéressantes. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, je pense que pendant le Covid, tout le monde a compris la pertinence d'un usage qui soit distanciel. Et ensuite, il y a eu la vague d'IA. Donc, en fait, les usages se sont entremêlés. Et ce qui était un enjeu d'acculturation au numérique pendant la vague du Covid, c'est-à-dire comment utiliser une tablette en classe, comment faire un sign-up avec mes élèves, comment donner les identifiants aux parents, etc., devient une acculturation technologique et une compréhension des modèles. Donc, en fait, on voit que l'enjeu, il se déplace en réalité. Vous voyez, on est sur un enjeu qui est un enjeu d'usage, d'innovation d'usage, à un enjeu qui est une compréhension d'un modèle scientifique et même d'enjeux éthiques. Donc, on voit à quel point vraiment il y a un déplacement et c'est pourquoi moi j'insiste vraiment chez les collègues sur le fait de comprendre. C'est-à-dire que quand vous utilisez, je ne sais pas, par exemple Canva, c'est quand même intéressant de comprendre qu'est-ce qui préside au choix de telle ou telle chose. Ce n'est pas la même chose que quand vous utilisez par exemple Knowledge, qui est une de nos sociétés, ou quand vous utilisez la Lilo, qui est une de nos sociétés. Parce que les choix qui président à la création d'algorithmes sont des choix qui ont été pensés en amont. Alors, pour les collègues, le recours à des usages numériques, c'est extrêmement intéressant pédagogiquement parce que, en fait, ça induit des choix pédagogiques qui sont forts. Par exemple, en termes d'acquisition de compétences, quand est-ce qu'on va dire qu'une compétence de lecture, elle est dite acquise quand on utilise un outil numérique versus dans une situation d'apprendissage dite académique, quand est-ce qu'on va considérer que c'est acquis? En réalité, ce sont des choix pédagogiques qui président à ces décisions et qui ensuite seront utilisés par les collègues. Et souvent, en fait, le travail et la pertinence de la mise en situation pédagogique, il réside précisément là, en réalité, la compréhension de l'ensemble du modèle. Donc, pour répondre à votre question et après toutes ces circonvolutions, je dirais que il faut pas se laisser déboussoler par la multiplicité des outils. C'est aussi une difficulté des collègues. Et je pense qu'il faut poursuivre son enseignement, comme le disait Hamid, en fait, avec un socle de référence, qui est fourni par l'éducation nationale. Hein, on est tous avec le socle national de référence de compétences et de connaissances qui préside à nos choix. Et ensuite, vraiment travailler en relation avec nos ambitions pédagogiques, un projet pédagogique qu'on va pouvoir outiller.
c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir outiller dans nos pratiques pédagogiques. Et justement, vous évoquiez ce que disait Hamid. Hamid, en préparant aussi ce webinaire, vous me l'avez dit, hein, le convaincre que l'IA, c'est important, bah, ça, il n'y a pas besoin. Par contre, il y a effectivement tout un travail de fond que commençait à énumérer Aude, qui vous occupe et vous préoccupe. Oui, effectivement, en fait. Donc, si on revient sur en termes d'impact, je pense qu'il y a, par rapport à cette question, on peut d'abord commencer à distinguer l'usage de l'IA par l'enseignant pour lui-même, pour préparer son cours, mais également préparer des évaluations, etc., comme ressource pour son action pédagogique, et de leur usage par les élèves que l'enseignant doit organiser et accompagner. Et on a deux problématiques un peu différentes. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à voir apparaître les usages de l'IA, donc tout le monde l'a dit, à différents niveaux, plus côté élève, côté enseignant. Mais je pense qu'il y a aussi une différence, c'est que côté enseignant, ils utilisent beaucoup dans la sphère privée de ce qu'ils en disent dans la sphère publique. Parce qu'il y a une question de légitimité, ils ne savent pas quel est le bon usage, ce qu'on peut dire, etc. Donc, ils sont un peu démunis par rapport à ce qu'ils peuvent dire dans la sphère publique, hein, d'accord ? Et donc, et ça, on le voit à travers un certain nombre d'enquêtes. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que, par rapport à cela, c'est que l'usage qui est fait par les élèves, si on rentre par celui-là, est très hétérogène et surtout peu critique. Et parfois, il peut être détourné par les élèves au service de la réussite par leur propre stratégie et qui peut faire émerger certaines tensions du côté enseignant. Et surtout, autour de l'évaluation, on entend bien à quoi ça sert de donner les devoirs à la maison, etc. Ce qui questionne même une façon de fonctionner dans la classe qui peut déstabiliser l'enseignant. Et du coup, tout de suite, on a quelque chose, un doute qui s'installe sur l'IA du côté enseignant. Et donc, nous sommes en fait à un moment charnière actuellement où l'enseignant est amené à devenir non seulement pédagogue, mais aussi un médiateur et un formateur à une littératie numérique. Et pour cela, il faut qu'il soit armé pour conduire ce travail, alors qu'avant, ce n'était pas vraiment ce qui était au cœur de l'introduction du numérique à l'école. Et donc, moi, ce qui est frappant, c'est souvent quand on discute avec les enseignants de façon informelle, je parle, ce qui ressort, c'est surtout l'inquiétude, c'est-à-dire les premiers propos qui arrivent, surtout l'inquiétude à propos de l'IA, qui vont de l'éthique, bien entendu, de la qualité de travail, etc. Et cette inquiétude ne porte pas sur comment on peut faire pour mieux apprendre avec l'IA, mais beaucoup plus sur comment détourner la triche, etc., y compris chez les formateurs à l'INSPE, qui sont venus me parler, mais comment on fait ? Et pas comment on fait pour intégrer dans la formation, comment on fait par rapport aux étudiants. Et on voit bien que cette première préoccupation qui arrive, qui m'a frappé. Bon, en tout cas, en dehors, je pense, de cette préoccupation qu'on peut dire liée à l'évaluation, les enseignants parlent peu de leur usage de l'IA, et c'est pour ça parce que ça avance vite, et on n'a pas pour le moment d'usage de référence éclairé par la recherche. Alors, moi, je dirais que l'enjeu il est double. Après, on peut revenir du côté de la formation initiale, les leviers qu'on peut mettre. On y reviendra un peu plus tard. Plus tard. Ouais. Moi, il me semble l'enjeu est double. Donc, il s'agit à la fois d'intégrer l'IA dans ses propres pratiques de l'enseignant. C'est pour ça qu'il faut avoir des situations de référence. Je rejoins ce qu'ils ont dit les collègues, la curiosité, il faut tester. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des choses viennent. Il faut aller, il faut tester, être créatif. Mais je reviendrai à un point important, c'est qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme d'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais il va falloir également en termes d'impact, que les enseignants pensent à comment former les élèves à un usage de l'IA de façon éclairée. Et donc, ça change aussi la posture de l'enseignant, comme je l'ai dit, par rapport à la littératie numérique. Alors, oui, absolument. Et Erwan Petel, là, j'ai envie de vous tendre la perche, puisque donc il y a des travaux, évidemment, de l'inspection générale sur ce qui se passe en matière d'IA dans le champ du scolaire, dans le champ de l'enseignement supérieur. Là, vous voyez ça, vous le monitorez peut-être au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de ces premiers impacts, de cette tentation peut-être aussi d'établir des digues contre la triche, contre des nouvelles façons de contourner les évaluations? Qu'est-ce que vous voyez bouger, vous? En fait, on peut le voir de manière inquiète, à savoir le terme de triche témoigne d'une forme d'inquiétude, de désemparement par rapport à une situation qui est inattendue.
le terme de triche montre que nous ne sommes pas encore à un temps d'adaptation. Nous sommes, je pense, à peu près tous d'accord pour dire qu'on est encore dans un temps de réflexion. Tout le monde dans les universités, dans le système éducatif, tout le monde se pose la question, mais personne n'a pour l'instant apporté de réelles réponses à comment enseigner, évaluer, transmettre, etc., avec cette technologie qui nous est arrivée un peu trop rapidement par rapport à notre vitesse d'adaptation. Et c'est normal. Enfin, tout ça n'est pas très grave. Je pense que le terme de triche doit à un moment donné s'arrêter d'être exprimé par rapport à un usage de l'intelligence artificielle. Reste que derrière tout ça, il y a aussi, c'est ce que disait Hamid, la problématique de l'apprentissage. Et donc de la capacité à avoir ce regard critique sur ce qui est produit par une IA, etc. etc. Mais il est clair que ceux qui ont aujourd'hui 7 ans, 15 ans, 20 ans vont évoluer dans des pratiques professionnelles qui utiliseront cette intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas contourner l'usage et l'éducation à l'usage de cette IA. C'est même de notre responsabilité que de leur enseigner à l'utiliser de manière respectueuse de la propriété intellectuelle, respectueuse de la connaissance. Donc, il est là l'enjeu, c'est notre capacité à nous adapter, ce qui a toujours été quand même une vaste problématique de notre système, qui forme des centaines de milliers d'enfants chaque année, de générations apprenantes chaque année. Donc cette force adaptative, elle est complexe à mettre en place. Et effectivement, ça nécessite de former les enseignants futurs, des enseignants actuels. Je dirais même que le défi est probablement encore plus grand pour les enseignants actuels, parce qu'eux, ils ont déjà été formés, ils ont été mis dans un contexte d'apprentissage, ils savent ce que c'est que d'apprendre. Ils ont la connaissance, mais ceux qui sont pendant et actuellement dans leur parcours d'apprentissage en formation initiale, ils sont déjà élevés dans ce contexte évolutif. Donc il y a un énorme enjeu aussi qui est l'accompagnement à la transformation de ce système éducatif des enseignants qui sont déjà en pratique dans les établissements. Bref, l'enjeu est multiple, mais passionnant, intellectuellement passionnant. Vous me disiez, alors quand on s'est parlé, c'était il y a quelque temps, c'était de Guadeloupe que vous aviez des exemples. Vous disiez, voilà, on voit des choses, des enfants, donc y compris jeunes, s'en emparer, et des enseignants, ça bouge. Là, il y a quand même des choses que vous avez vues et qui vous montrent qu'on n'est pas juste dans ce regard un peu défensif qu'on évoquait à l'instant. Alors, ce regard défensif, on l'entend de manière individuelle, on l'entend même par des représentations, on l'entend. Il est clair qu'il y a une forme de crispation par rapport à ces moments de changement. Et encore une fois, tout ça est normal. Il faut baisser la pression. Il faut voir qu'on a, et Aude le représente ici, on a la chance d'avoir un réseau d'expertise, certes privé, et c'est probablement aussi un des sujets nouveaux en fait de notre système, c'est qu'on a aujourd'hui un réseau d'entreprises privées qui a su mettre en place des outils. Je ne veux pas entendre solution, je veux entendre outils, parce que solution pour moi, c'est solution. La solution, c'est le prof dans la classe, enfin, c'est son rôle. C'est un accompagnant à un contexte pédagogique, un contexte d'apprentissage, et c'est déjà très bien. Et on a vraiment des outils aujourd'hui qui sont intéressants. Sont-ils objectivement nécessaires, indispensables? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à la recherche de répondre à cette question, à une recherche objective, à une recherche académique qui doit pouvoir dire si tel ou tel outil AIA ou outil numérique permet effectivement d'accompagner et d'améliorer les apprentissages des enfants. Il y a des outils qui sont destinés aux enseignants. Sont-ils facilitateurs du métier ou un irritant supplémentaire? Ce n'est pas à moi, encore une fois, de répondre à cette question. C'est l'usage, c'est l'analyse objective, etc. Et puis, il y a des questions, des vraies questions sous-jacentes. Et on a la chance, effectivement, vous disiez Théo, on a la chance d'avoir eu TNE, Territoire numérique éducatif. On a eu la chance d'avoir P2IA, qui sont des outils budgétaires, en fait, conducteurs budgétaires, qui ont permis d'avancer sur ces sujets, alors que l'IA n'était pas vraiment là, en fait. Et ça a été un accélérateur très important pour la France, finalement, de pouvoir disposer de moyens pour mettre en place ces outils et de pouvoir observer ce qu'ils font.
Et vous le disiez, en Guadeloupe, qui est un TNE, j'ai pu observer sur le terrain, voir les formateurs, voir les enseignants, voir les élèves, et de voir l'impact que ça peut avoir sur les apprentissages. Encore une fois, avec un regard, tout ce qu'il y a de plus subjectif, le mien, j'ai pu observer certaines choses, certaines démarches, certains scénarios pédagogiques qui me semblaient intéressants. On pourra rentrer dans le détail. On va prendre la parole aussi du côté de George, et ensuite on va regarder un petit peu les questions là. Il y a pas mal, et je vous en remercie d'ailleurs. Ça s'anime aussi dans le chat et c'est très bien. George, on a avec le British Council à la fois cet exemple un peu externe à notre système français, et en même temps cette question de l'enseignement des langues dont on se dit que l'IA évidemment. Alors on peut fantasmer vraiment la disparition du prof là, l'apprentissage. Juste avec une IA. Donc, qu'est-ce que vous avez vu bouger, vous? On est sur l'impact de cette IA dans cette question spécifique de l'apprentissage des langues. Ben, je pense que c'est une question super importante. Je vais revenir au fait de voir les premiers impacts. En fait, le British Council a commandé l'année dernière et a conduit une étude mondiale qui permettait justement d'éclaircir un peu les utilisations que font les professeurs de langue. Il s'appelle l'IA et l'enseignement de l'anglais, se préparer à l'avenir. Et ça a été publié suite aux recherches par un groupe de chercheurs. Donc, nous avons interviewé 1348 enseignants dans le monde et dans 118 pays. Parce que le British Council, c'est à la base l'organisation internationale du Royaume-Uni et nous sommes présents dans plus de 100 pays. Ça nous a permis justement de poser la question, quelle utilisation faites-vous de l'IA dans vos cours? Je pense qu'il y a certainement un effet d'auto-sélection dans les réponses, dans les personnes qui ont répondu. Mais quand même, on voit que 57% des répondants utilisent l'IA pour la création de matériaux dans une certaine mesure. Et il faut se dire que ça, c'est il y a un an. J'imagine même pas la différence qu'a apporté les évolutions technologiques que nous avons vues cette année. Il y a 53% qui disent qu'ils l'utilisent pour aider aux élèves de s'entraîner en anglais. Et je pense que le même peut être dit pour d'autres langues. Et là, je pense que ce sont deux utilisations qui sont très, très riches de l'IA. Dans la création des matériaux, par exemple, ça permet de personnaliser, ça permet d'adapter, ça permet aussi d'adopter des techniques de translangage, c'est-à-dire on réapproprie les matériaux d'une langue et on les exploite dans une autre langue. Et au-delà de ça, ça permet aussi de créer des opportunités pour les apprenants de saisir la direction de leur propre apprentissage. Quand on dit qu'on aide aux élèves d'apprendre l'anglais à travers l'IA, en réalité, on donne des outils qui sont très interactifs. On donne des outils qui peuvent s'approprier, créer des chatbox, des agents conversationnels. Ça permet à l'élève de créer la conversation, de contrôler la conversation. Utiliser un générateur de chansons permet à l'élève d'augmenter sa capacité dans la langue. Dans l'apprentissage des langues, on parle toujours du langage, plus 1. On veut toujours un niveau d'apprentissage qui est juste au-dessus du niveau que possède l'élève. Et c'est ça la richesse de l'IA. Ça permet de personnaliser le parcours d'apprentissage. Donc, déjà, on a vu énormément d'utilisation déjà et ce n'est que le début. Comme vous parlez de personnalisation et qu'il y a une des questions et une question très concrète, est-ce qu'on va autoriser le tutorat personnalisé des élèves par l'IA? Voilà, c'est quelque chose sur lequel l'un de vous a un avis à ce stade-là. George, vous voulez réagir? Erwan, je vous ai vu. C'est un peu la question est un peu vaste pour une réponse qui est partielle. C'est le principe de l'IA adaptative. Si je prends une IA qui analyse la progression et l'acquisition sur des tests précis d'un enfant face à un type d'apprentissage et qui va lui proposer des exercices dans un contexte croissant de difficulté en s'adaptant justement à son profil de réussite, c'est le principe de l'IA adaptative. Il y a tout un tas de produits qui sont actuellement sur le marché qui proposent cela en mathématiques et en français. On est sur une forme de tutorat.
Mais on n'est pas sur un tutorat global, hein. On n'est pas sur une analyse globale des connaissances et des compétences sur un champ de type collège ou lycée. Donc on est vraiment sur un outil spécifique dans une discipline. Je ne sais pas si Aude a en tête des outils plus généraux, mais je ne pense pas qu'ils existent. Aude? Si, il y en a qui permettent en fait de la consolidation, si vous voulez, avec des traces apprenantes qui seraient dans différentes disciplines. Mais ce que je voudrais évoquer là pour revenir sur ce que Erwan, tu as dit, c'est d'une part, on peut se réjouir que la recherche française brille en éducation, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la France est le centre névralgique de la recherche, que ce soit en IA. On l'a bien vu pendant le sommet de l'IA, parce qu'il y avait vraiment des événements spécifiques à Normal Sup, où tu étais, Erwan, toi aussi, sur les sujets d'éducation. Donc, la recherche française brille dans le monde pour les sujets d'IA et spécifiquement en éducation. Donc, on a des boîtes qui développent des outils qui sont spécialement dédiés à ces questions. Premier point. Deuxième point, ça n'est pas parce que un outil est un outil numérique qu'il est un outil efficace. Donc ça, je veux vraiment qu'on le dise avec clarté. Enfin, c'est pas parce que on propose un produit, une interface numérique qu'elle présente de l'efficience pour nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle il est déterminant, fondamental de procéder à des études d'impact. Et ces études, elles existent réellement sur des solutions de lecture, sur des solutions d'écriture, sur des solutions mathématiques qui montrent que, en fait, on avance de façon beaucoup plus significative dans les apprentissages et notamment les apprentissages fondamentaux parce que le nombre d'interactions est beaucoup plus pertinent et que, en fait, on propose des parcours personnalisés. Donc, c'est à la fois l'adaptive learning qui a été évoqué, mais c'est aussi la différenciation pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des arbres décisionnels, c'est aussi la personnalisation extrêmement fine, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, etc. C'est des questions d'accessibilité, etc. Donc, ces recherches, elles sont menées, elles existent et elles sont très pertinentes. Et il faut absolument avancer là-dessus. Maintenant, peut-être pour faire un petit point sur l'usage des enseignants en France, malheureusement, ce n'est pas toujours facile quand on est un enseignant d'accéder aux solutions qui sont, Erwan, aux outils numériques qui sont disponibles et qui sont développés en France. Et malheureusement, le marché français pour les enseignants, c'est pas facile. Il y a quand même des études qui montrent que la plupart des enseignants, malheureusement, payent avec leurs deniers personnels les outils numériques, comme ils payent un certain nombre de choses parce qu'ils en ont besoin pour leur classe. Et moi, j'ai enseigné pendant 12 ans dans l'Académie de Versailles, dans un endroit qui était difficile. Beaucoup de fois, j'ai acheté des choses parce que mon intendante, c'était trop compliqué, elle n'y arrivait pas et on n'avait pas la ligne. Donc, je le comprends. Donc, il faut quand même qu'on trouve une façon. Et les TNE que tu as évoqués ont été le laboratoire, le démonstrateur d'usage que tu évoquais absolument sur ces territoires du numérique éducatif. Mais il faut quand même qu'on trouve une façon d'engager nos enseignants dans des usages qui sont des usages sécurisés, avec un impact démontré, des outils numériques étayés, développés avec des critères pédagogiques fiables, etc., pour généraliser les usages. Parce que sinon, on va reproduire la fracture entre ceux qui vont avoir la capacité de l'utiliser et les autres. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que les outils numériques qui sont développés, quand ils ont fait la preuve qu'ils ont fait la preuve de leur efficience auprès de nos élèves, eh ben, sont vraiment un outil au service de la fraternité républicaine. Les enfants qui présentent des troubles des apprentissages, les enfants allophones, ils sont très nombreux. On a besoin, les maîtres et maîtresses, les enseignants, ils ne sont pas polyglottes et c'est normal, moi non plus. Ils ne peuvent pas traduire dans toutes les langues. Ils ne peuvent pas produire 12 supports différents dans leur classe. Ils ne peuvent pas, etc. Donc, en fait, ces outils
qui sont réellement des outils, permettent d'augmenter les capacités de prise en charge de nos enseignants. Et donc, c'est à la faveur vraiment de l'égalité républicaine. Et donc, à cette fin, on a besoin d'accompagner nos enseignants. Et donc, comme disait Hamid, en formation initiale et aussi en formation continue, de se saisir de ces outils. Voilà. On va revenir sur la question du déploiement des EdTech, d'autant qu'il y a des questions dans la salle virtuelle sur évaluation et sur ces dispositifs. Et je voudrais qu'on s'arrête encore un instant sur la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire les besoins. Là, vous avez été plusieurs à évoquer les besoins des enseignants. On sait qu'il y a une réforme de la formation des enseignants globale qui se profile. C'est l'occasion de se demander en matière d'IA ce qu'il faudrait mettre dans leur formation initiale et puis évidemment dans la formation continue. Alors, Hamid Chachoua, puisque vous en formez une bonne partie, je commence par vous. Qu'est-ce qu'il faut prioritairement mettre dans cette formation en matière d'IA et sous quel format? Vous me posez la question la plus difficile, mais bon, on va essayer de l'aborder pour la comprendre. Non. Enfin, je pense que le besoin prioritaire aujourd'hui, c'est sans aucun doute, il me semble, c'est de construire une acculturation commune à l'intelligence artificielle. Avant même de parler d'usage, je parle ici du côté même des formateurs dans les INSPE, de manière générale. Il me semble qu'il faut comprendre ce qu'est l'IA et de quoi on parle quand on parle de l'IA, d'abord. Ses limites, les biais qu'il y a derrière, et un point qui me semble important, sur lequel je reviendrai après, c'est les enjeux éthiques qu'il y a derrière, et il me semble que c'est très important. C'est des éléments qu'il faut qu'on intègre dans la formation des enseignants. Alors, sur cette base, je pense, si on ne fait pas ce travail-là, je pense on risque de basculer soit dans un, enthousiasme naïf, dire « ouais, c'est génial, tout va bien », ou dans un rejet par crainte. Donc, il faut qu'on pose de façon transparente toutes ces questions-là sur l'IA, de la comprendre, etc. La seule difficulté, c'est qu'elle avance trop vite. Elle se développe beaucoup plus vite que le temps qu'on a pour aborder ces questions. Mais il faut y aller. Alors, donc, il ne faut pas se précipiter rapidement pour apporter des réponses sans que ça soit vraiment se donner le temps, comme on est en train de le faire, mais aussi à d'autres niveaux. Mais je pense que cette acculturation générale ne suffit pas, même si on parle qu'elle est nécessaire. Elle n'est pas suffisante. Il faut être capable de penser des usages, effectivement, parce qu'on ne peut pas rester sur un discours général. Mais bien qu'il est nécessaire. Donc, il faut qu'on pense les usages disciplinaires en lien avec les disciplines. Et c'est à ce moment-là que ça prend du sens. Et la réponse de l'intégration de l'IA dans telle discipline n'est pas la même dans une autre discipline. Donc, elle doit épouser l'épistémologie de la discipline. Et de toutes les disciplines, alors. Exactement. Et c'est dans ce sens-là, moi, on reviendra après, il ne s'agit pas de concevoir un seul module de l'IA dans la formation initiale. Bien sûr qu'il faut aborder les questions générales, mais il faudra que l'ensemble des disciplines dans la formation s'emparent de ces questions-là, la comprennent et l'intègrent dans la formation. Et je pense que ça, c'est un point important. J'aimerais, Hamid, juste sur ce point-là, ensuite on y revient dans le détail, mais Erwan Petel, comme c'est aussi un point qu'on a particulièrement discuté en préparant, ce côté, toutes les disciplines doivent s'y mettre, nos silos ne correspondent pas aux enjeux face à l'IA. Je sais que ça vous tient à cœur, Erwan. Ah oui, non, ça, effectivement. Enfin, et Hamid, en fait, reprend cette déformation que nous avons tous, parce qu'en fait, on a assimilé le système comme étant chaque discipline. Et en fait, on n'arrive pas, pour l'instant, en France en tout cas, à considérer non pas chaque discipline, mais toutes les disciplines. C'est-à-dire à avoir une approche qui ne soit plus disciplinaire. Ça serait tellement bien sur ces sujets transversaux. On n'y arrive pas, c'est incontestable, et on voit dans le fonctionnement de nos écoles, et en particulier à partir de l'enseignement secondaire, où il y a un prof par discipline, ce qui n'est pas dans tous les pays. Hein. Encore une fois, il y a des pays d'Europe où il y a moins d'enseignants que de disciplines, et qui permettent justement à un moment donné de porter ces sujets transversaux. On a eu les sujets environnementaux, développement durable, etc., dont on sait. On a le sujet de l'esprit critique qu'on a abordé tout à l'heure par rapport à l'IA, mais qui n'est pas du tout un sujet propre à l'IA. Enfin, je veux dire,
Donc, à un moment donné, un objet s'en empare. On a par exemple le MI qui permet d'avoir ça. On a les éducations à un moment donné, mais qu'on ne sait pas exactement où mettre. Et l'IA ici, le problème, c'est que c'est à la fois la nécessité, et Ami le disait, d'une éducation à, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question de former à l'usage, de former à la perception, de former à l'analyse, de manière générale, d'un outil à intelligence artificielle pour faire que nos citoyens soient un peu éclairés, enfin en tout cas soient en capacité de pouvoir juger de tout ce qui est produit dans leur environnement numérique. Ça, c'est un sujet. Il y a un sujet disciplinaire. C'est le sujet de l'IA en philo, le sujet de l'IA en histoire, le sujet de l'IA en maths, avec en plus ces spécificités disciplinaires. Qu'est-ce que je fais maintenant moi, en cycle terminal et que je suis un prof qui demande à des enfants de produire du texte à la maison que je vais évaluer et que je vais éventuellement intégrer au contrôle continu dans un cycle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce fil-là est très, très compliqué en termes d'évaluation, de valeur de la note, de déterminer si l'enfant a acquis des connaissances alors que je ne sais plus qui a produit ces choses-là. Donc, il y a un sujet disciplinaire, il y a un sujet éducation A, et puis il y a un sujet transdisciplinaire aussi, qui est ces terrains applicatifs que peuvent avoir les intelligences artificielles par rapport à des corpus de compréhension. Si je prends les sciences de manière générale, il y a des approches qui sont assez similaires sur la rédaction, en histoire géo, en philosophie et en français. Donc on voit qu'il y a des paquets qui nous paraissent comme ça un petit peu naturels, mais ça nécessite vraiment un temps de réflexion qui prendra du temps. Et le réseau des INSPE a une chance, c'est qu'il a vu ce sujet déjà depuis un certain temps. Il l'analyse, il est organisé en réseau, et ça, c'est absolument fondamental. Et ensuite, il y aura un sujet complexe qui est que, fondamentalement, toutes les INSPE, notamment pour ce sujet-là, n'auront pas forcément l'expertise en ressources humaines pour aborder ces enseignements et pour pouvoir les délivrer auprès des étudiants en formation. Donc, à un moment donné, il faudra se reposer ces fameuses questions de la mutualisation, de l'hybridation des parcours qu'on s'est déjà posé, on le disait tout à l'heure, pendant la crise sanitaire, de faire en sorte qu'à un moment donné, j'ai une expertise à un endroit, et plutôt que de chercher à la multiplier, cette expertise, pour pouvoir la délivrer en présentiel, il va peut-être falloir à un moment donné aussi se reposer la question de l'hybridation pour pouvoir assurer une égalité de traitement de ceux qui sont en formation. Hamid, on en revient à vous, soit en rebond de ce que dit Erwan, soit sur les autres points clés de cette future formation des enseignants à l'IA. On a bien compris, hein, pas penser juste module, ça vous semble important. D'autres points? Oui. Alors, si je regarde par rapport aux disciplines, juste pour éclairer un peu ce qu'a dit la question de spécificité, c'est qu'il faut savoir aussi comment on pose des questions sur l'intégration de l'IA dans les disciplines. Alors, si je prends juste un exemple que je donne souvent à chaque fois que j'interviens sur ce sujet, mais bon, je suis désolé, c'est ne pas reproduire certaines erreurs, on va dire, du passé dans les années 90, où lorsqu'on a introduit en maths, je suis en maths, des logiciels de géométrie dynamique, les premiers usages et activités qu'on a vus dans les manuels, les ressources, c'était des activités dans lesquelles le logiciel permettait uniquement de construire des dessins, c'est-à-dire comme ça remplace la règle et le compas. Il a fallu 10 ans presque pour que les ressources changent et pensent les activités autrement pour exploiter le potentiel du logiciel. 10 ans quand même. Et donc, autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faudrait pas qu'on dise comment on transpose nos activités actuellement en intégrant l'IA. Il va falloir qu'on change même d'autres types, la créativité, d'autres types d'activités qui vont exploiter. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la créativité, attention. Et créativité ne veut pas dire que c'est bon, attention. Donc, ça veut dire qu'elle soit éclairée aussi par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées. Et là, je pense, du côté, on a besoin des EdTech. On a besoin des EdTech parce qu'il faudra que ces outils, en fait, puissent être pensés pour que ces activités puissent vivre avec toutes les garde-fous qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont très importants. Et pour, je développerai peut-être un peu après, c'est que pour dire que ça va passer par un changement de paradigme épistémologique, il y a un point qui nous inquiétera probablement pour l'IA, et là je vais revenir sur les parcours adaptatifs. Si je prends cet exemple-là, un apport de l'IA, c'est qu'il est important aussi pour l'enseignant, lorsqu'on n'est pas dans les IA génératives, dans des IA qu'on a connues jusqu'à maintenant, un certain nombre d'outils qui sont proposés permettent à l'enseignant de comprendre comment la différenciation elle est faite.
Ce qui veut dire que l'enseignant il est informé de ce qu'il y a à l'intérieur de l'IA, s'il le souhaite, bien sûr. Il y a un certain nombre d'IA qui ont s'orienté là-dessus. Et donc, il faut qu'on fasse attention, que ce ne soit pas une boîte noire pour l'enseignant, magique, où ce qui sort de cette IA-là lui échappe à son expertise. Et ça, c'est quelque chose qui peut se traduire comme crainte, voire le rejet. Et c'est là où on doit travailler avec d'une part, sur la représentation qu'on va avoir des enseignants, les pratiques, et les éthiques par rapport à certaines exigences que doivent avoir ces outils. On va développer ce point-là, d'autant que lors du sommet IA dont parlait Aude tout à l'heure, qui a lieu en février à Paris, il y a une initiative qui a été lancée avec l'acteur Mistral AI, et je pense qu'il faut qu'on parle de ce point. Je voudrais qu'on refasse notre petit pas de côté, et pas tant que ça d'ailleurs, avec Georges, sur cette question de la formation des enseignants vue par le British Council, vue par nos cousins. Comment vous appréhendez le sujet de la formation des enseignants à l'IA dans votre domaine qui est celui des langues? Je pense pour répondre à cette question, je vais revenir à la précédente. Je pense que déjà, il faut que les enseignants et que tout le monde comprenne que l'IA n'est qu'un outil. Ça ne va jamais remplacer l'enseignant. Donc oui, il y aura peut-être des outils de soutien scolaire, il y aura des outils dans la salle de cours, mais ça ne va pas remplacer l'enseignant. L'enseignant a un rôle holistique qui est beaucoup plus complexe, socio-émotionnel, etc. Donc, avec ça en tête, il faut baisser la pression, baisser la peur autour de l'IA. Et pour ça, je pense que la formation est essentielle. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que comprendre est le premier pas de ça. Le British Council a publié justement des conseils aux formateurs d'enseignants. Nous avons un réseau de 6 millions de formateurs et d'enseignants de langue dans le monde, avec plus de 100 000 en France qui suivent et participent à cette communauté en ligne. Et nous avons publié 6 domaines d'expertise de conseils. Donc, les 6 conseils que nous préconisons, c'est de toujours ancrer dans la formation des enseignants et dans l'apprentissage des élèves, le fait que l'humain est au cœur. Ce n'est qu'un outil, comme j'ai dit. Et donc voilà, il faut décomplexer cette idée. Il faut aussi appuyer sur la sécurité, donc s'assurer que les gens savent comment mettre en place l'IA dans la salle de cours sans qu'il y ait des dangers de contenu inapproprié, etc. La transparence, donc s'assurer qu'on modélise justement avec les élèves comment utiliser l'IA d'une façon très positive, c'est-à-dire qu'on montre quand on l'utilise. On n'est pas en train de tricher, on est en train d'augmenter nos capacités. Les éthiques et les biais, il faut toujours œuvrer pour que ce qu'on produit avec l'IA soit inclusif. Et ça, on fournit des formations spécifiquement sur ce point qui sont pertinents pour les enseignants de langue, mais pour tous les enseignants. Et puis après, de s'assurer des droits, qu'on protège les données et la vie privée des gens, et qu'on est responsable dans la formation qu'on propose aux enseignants et inversement, plus loin, auprès des étudiants. On apprend à tout le monde à protéger et justifier les décisions qu'on fait. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA, très bien, mais on l'utilise dans un but spécifique qui est clair, qui est explicite et qui est bien pensé. Donc, j'encourage justement tous les formateurs d'enseignants de se renseigner sur ces 6 principes et d'utiliser nos outils afin d'aider cette réflexion qui est primordiale à ce moment dans l'histoire. Eh ben, effectivement, alors, vous avez partagé à plusieurs reprises le lien vers la plateforme Teaching English, et à chaque fois que vous citez vos ressources, il y a des demandes de liens. Donc, on remettra aussi tous ces liens dans l'article sur Campus Matin qui accompagnera le replay, parce qu'il y en a plusieurs. Aude Guénaud, alors on va faire 2 questions en une, parce qu'on a envie de vous entendre. Tout à l'heure, Hamid disait on a besoin des tech pour la formation des enseignants. Donc déjà, votre perspective sur la place que pourraient avoir ces tech dans la formation. On est encore dans la formation et là, on n'est pas encore dans la salle de classe. Alors, on a besoin des tech, oui, j'en suis persuadée, parce que
c'est très compliqué de construire des solutions d'IA qui soient à la fois éthiques, respectueuses des besoins des élèves, des besoins des enseignants, etc. Donc, en fait, c'est un travail spécifique de construire ça, et on a besoin de recherche et on a besoin de beaucoup de choses. Donc, ça n'est pas une chose qu'on pourrait reléguer ou en tout cas confier à d'autres soins que des personnes qui travailleraient spécifiquement là-dessus. Enfin, c'est vraiment, je donne des exemples. Chez EdTech France, les sociétés qu'on accueille et qu'on représente, on travaille avec le laboratoire du CNRS, on travaille avec INRIA, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement étayées. Ensuite, dans la place de la formation des enseignants, moi, ce que je constate, j'ai été formatrice dans ma verte jeunesse à l'INSPE, mais voilà, c'était ma vie d'avant. Et en fait, ce que je constate, c'est que les outils numériques et a fortiori les outils qui proposent des solutions d'IA portent la créativité dans nos enseignements. Et c'est ça qui est vraiment joyeux, créatif et enthousiasmant. C'est-à-dire qu'en fait, hier, on avait une situation d'enseignement très verticalisée, avec vraiment quelque chose de très dogmatique, magistral, etc., et qui ne convenait pas à la plupart de nos élèves, qui convenait qu'à certains élèves, d'accord ? Et on connaît tous le sujet des cours particuliers, etc. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'écarts types qui convient en fait de combler pour des élèves qui sont en décrochage. Et donc, ces situations d'apprentissage qui sont renouvelées, qui sont créatives avec des assistants d'écriture, des assistants pour apprendre les mathématiques, les raisonnements mathématiques, les sciences, etc., sont des outils de créativité au service de dispositifs didactiques que l'enseignant va imaginer. Et imaginer pour l'enseignant le temps qui va lui être réalloué pour penser, je ne sais pas, moi j'avais une classe cinéma, donc pour penser un dispositif de rédiger des scénarios pour une classe cinéma, pour penser des projets pour ses élèves allophones, etc. C'est la question de la valeur de l'enseignant qui se trouve renouvelée pour des tâches où la complexité est de mise. En fait, et l'enseignant, il va se trouver assisté d'outils qui lui proposent d'agréger, par exemple, de la donnée sur quel est le profil d'enfants qui peut-être présente des signaux précurseurs de décrochage en français, en mathématiques, etc. Donc, en fait, ces situations d'apprentissage et de formation, elles sont nouvelles, novatrices, moi je trouve enthousiasmantes, parce que nous, en tant qu'adultes qui cherchons le développement de nos élèves, en fait, on va se retrouver outillés d'une nouvelle façon. Et je trouve que dans la formation, dans le cursus de formation des enseignants, c'est très enthousiasmant. Et juste, parce qu'on ne peut pas faire comme si le métier d'enseignant n'était pas en crise. Bien sûr, on le sait, on a une crise des vocations, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est très difficile d'enseigner, parce qu'il y a beaucoup de contraintes de l'institution, parce que parfois les collègues ont l'impression de ne pas être reconnus comme ils devraient l'être par la société. C'est vrai, enfin moi j'ai enseigné pendant 12 ans, je veux dire, je ne connais que trop ce sujet. Eh bien, je trouve que les sujets d'IA, en fait, sont sans doute un vecteur pour redynamiser, revaloriser et réengager les collègues dans quelque chose d'enthousiasmant. Vous voyez ? Alors, Je trouve que c'est quelque chose qui va être très intéressant et qui va mettre les enseignants au cœur de la société parce qu'ils vont former à ces sujets. Et c'est très intéressant. Merci Aude de nous remettre aussi du positif et pas que des craintes. Bien sûr. Ça me donne envie de rebondir sur un des points évidemment qu'on a tous évoqués en préparant et qui est dans les questions de notre chat, c'est la question du cadre d'usage. Il y a un travail au niveau de l'éducation nationale, Erwan Petel peut-être, sur le cadre, justement, voilà, des enseignants outillés, mais qui savent aussi où ils peuvent mettre les pieds. Tout à l'heure, Hamid parlait aussi du fait qu'il y avait ce qu'ils osaient dire et puis des sujets sur lesquels ils osaient pas trop être légitimes. Aujourd'hui, Erwan, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le cadre que va donner l'éducation nationale à ses enseignants ?
Un petit peu plus, puisque des personnes beaucoup plus qualifiées et hautement placées que moi présenteront la chose d'ici quelques jours en principe. Bon, ce cadre d'usage a quand même été soumis à la communauté, donc il n'est pas complètement méconnu. Il est passé en CSE la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc il n'est pas complètement secret. Et sans aller dans le détail, l'idée revient sur ce que je disais tout à l'heure en introduction, à savoir expérimenter, voyez ce que vous pouvez en faire. Il n'aborde pas le sujet de la EdTech, des outils AIA spécifiquement dédiés à l'enseignement. C'est vraiment sur le cadre d'usage de l'IA générative. Il n'y aura pas à ce stade un aspect doctrine de ce que je peux et de ce que je ne peux pas faire. Il y a un rappel aux obligations légales, au respect du RGPD, quand même, je l'ai vu dans le chat, le respect quand même d'un usage mesuré, parce que tout ça a une empreinte environnementale. Le respect aussi d'une certaine vision de la souveraineté, même encore une fois si ce sujet est extrêmement délicat, même si on parle de Mistral. Donc voilà, en tout cas l'idée c'est d'ouvrir un cadre qui permette de mettre en confiance les enseignants sur le fait qu'ils peuvent l'utiliser en respectant un certain nombre de cadres et de réglementations, de telle manière qu'ils puissent percevoir l'intérêt que ça a, à l'utiliser comme assistant dans leur tâche pédagogique, et deux, d'en avoir une meilleure perception pour savoir ce qui se passe aussi hors la classe par les élèves. Parce que finalement, le gros du sujet, je ne vais pas dire il est plutôt là, en fait, je ne sais pas où il est le gros du sujet, mais disons qu'il est clair que le fait que les enfants, les sondages le disent, il y a eu quand même un certain nombre de choses, Evan en a parlé il y a quelques mois de ça déjà, on est à plus de 90% d'usage régulier par les jeunes adolescents de cette IA générative, sans savoir même s'ils l'utilisent de manière effective, pertinente. Voilà, tout ça va évidemment être très très hétérogène, mais ils l'utilisent. Donc ils l'utilisent pour flasher leur exercice de maths, ils l'utilisent pour faire leur DM d'histoire, ils l'utilisent pour etc. Et tout ça avec des enseignants qui disent mais moi je l'ai jamais utilisé, ou je sais pas pourquoi ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils en font. Donc on dit voilà, utilisez-le. Voyez un peu comment ça impacte votre propre métier, ce que vous faites en classe, et peut-être la raison pour laquelle certains enfants ne vous regardent plus, et donc il faut peut-être songer aussi par le fait d'être conscient de l'existence et de ce que ça impacte. Enfin, moi, j'ai parlé X fois à des enseignants qui me disaient j'ai jamais utilisé, donc qu'est-ce que je peux faire la première fois? Donc je leur explique quoi faire, et ils me disent wow, enfin c'est effectivement maintenant, je comprends pourquoi les élèves me regardent de manière tout autre, et que ce que je suis en train de dire probablement ne les intéresse plus exactement de la même manière, parce que la synthèse, eux, peuvent la faire. Ce que je suis en train de leur demander de faire à la maison, en fait, la machine le fait. Donc, ça réinterroge énormément mon métier, mes pratiques, ce que je leur demande. Voilà. Donc, ce cadre d'usage permet Il arrive, il est là. de dire c'est là. Voilà. Alors, chers amis, votre passion est formidable. Il va nous rester un petit quart d'heure là, donc je vais vous demander des réponses de plus en plus courtes pour qu'on ait quand même le temps de traiter les différents points qu'on a prévus. Sur cette question du cadre d'usage, pour ne pas s'en arrêter là, est-ce que Hamid, vous voulez aussi nous dire un mot un petit peu du regard des INSPE sur le cadre nécessaire, ou Erwan a tout dit? Je pense Erwan a tout dit. Si on veut économiser le temps, je pense que je partage exactement ce qu'il a dit. D'autant plus qu'il va falloir regarder comment intégrer ces recommandations dans la formation. Et je pense, après, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir, parce que je n'ai pas terminé par rapport à la formation et la réforme, mais peut-être allez-y, parce qu'on veut savoir ce qu'il faut mettre dans cette formation, dans cette réforme. En fait, c'est surtout par rapport à la question on ne va pas dire ce qu'on va mettre, mais comment la démarche qui a été entreprise par le réseau des INSPE pour aborder ces questions-là à un moment important.
Je pense qu'actuellement, il y a des choses qui sont déjà initiées dans des ISP, de mettre en place des modules sur l'IA. Je pense qu'il n'y a pas de, sans forcément, mais qui reste assez fragmentaire. Et je pense que c'est normal, il y a une réforme qui arrive et je pense que tout le monde était en attente. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, de façon un peu dans un plan beaucoup plus structurant à l'échelle nationale. Et c'est ça ce qui est le rôle du réseau de ISP que peut jouer, il me semble. Alors, on peut s'appuyer sur plusieurs leviers. Un levier, bien sûr, de formation de formateurs, comme j'ai parlé tout à l'heure, avec la culturation, etc. Mais également mutualisation de ressources, qui a été dit tout à l'heure, je pense, c'était par Erwan. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mutualise des choses en termes de formation, mais aussi d'outils. Et surtout, la coopération entre les ISP, chercheurs et enseignants de terrain. Et ça, je pense, c'est nécessaire. Alors, dans ce paysage, et je reviens, les EdTech doivent jouer et peuvent jouer un rôle important à condition qu'on reste dans une logique éducative. Donc ça, c'est pas important. Et je pense que c'est le cas actuellement des EdTech en France. Alors, il est essentiel, il me semble, de maintenir un dialogue et je pense que ce qu'on a fait cette année au niveau du réseau des ISP, c'est de créer des lieux d'échange pour créer cette structuration nationale. Je veux citer en trois le Printemps de la recherche qui a été organisé avec un webinaire, plus une table ronde le 22 mai, et une demi-journée consacrée à l'IA, dont certains sont invités, donc qui sont, vous connaissez. Puis après, il y a le 3-4 juillet, université d'été sur la thématique de l'IA. Le groupe ce qu'on appelle le GT numérique, qui regroupe les référents numériques de tous les ISP. Pendant toute l'année, ils ont travaillé pour identifier les grandes questions. Alors, pourquoi ces éléments? C'est que ces travaux-là s'inscrivent dans un moment important, celui de la réforme à venir de la formation initiale. Et il me semble c'est important d'avoir une stratégie nationale au niveau du réseau sur comment alimenter ces maquettes de formation à l'IA. C'est pour ça qu'il y a des enjeux derrière qu'il faut les mettre en avant et pas juste des exemples d'usage. On a parlé éthique, mais il y a aussi des enjeux environnementaux, ça veut dire en termes d'environnement, l'impact de l'IA. Et ça, il faut qu'on forme les enseignants là-dessus. Et bien sûr, et après, il y a les deux qui sont importants et évidents, c'est pédagogique et didactique. Mais souvent, on risque d'oublier les enjeux éthiques et environnementaux. Alors, en résumé, je pense, pour dire un peu des choses par rapport à cela, il ne s'agit pas d'ajouter, comme j'ai dit, un IA dans la formation, mais un module, ouais. À travers l'ensemble des questions philosophiques et autres. Voilà. Eh ben, le message est bien passé. J'ai partagé aussi le lien vers le printemps de la recherche en éducation là, pour que nos participants puissent s'y référer. Alors, on l'a dit plusieurs fois, donc il faut qu'on y aille. Comment on les déploie, ces EdTech, et qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? On a parlé de financement de l'État, mais on sait aussi que ces financements vont s'interrompre, hein, les fameux TNE, les fameux P2IA, on arrive au bout. Aude Guénaud, alors vous avez plus beaucoup de temps, mais c'est le moment de faire passer le message. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et puis quand même, il y a des interpellations évidemment. C'est cette intervention d'acteurs privés dans l'école, ça chatouille. Vous le savez, vous avez été enseignante. Comment on concilie la logique publique et la logique privée? Alors, tout à fait, hein, et c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais comme le disait très justement Erwan, je veux dire, il y a des éditeurs qui publient des manuels. C'est normal que ce ne soit pas à la charge du ministère de publier les manuels. Personne ne s'étonne de ce qu'on achète des tables et des chaises. Je veux dire, non mais en fait, les outils numériques éducatifs doivent être conçus en partenariat avec le ministère, à l'appui de la recherche, à la faveur du geste enseignant. Et c'est exactement ce qu'on est en train de construire. Si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui répond à une logique qui soit mercantile. C'est quelque chose qui répond à un enjeu économique. Les entreprises qui se développent ont des salariés qu'elles rémunèrent, comme chacun est, je pense, rémunéré quand il est enseignant, quand il est, etc. Et en fait, tout cela est encadré par les marchés publics, ce qui permet en fait de travailler sereinement et pour le bien commun. Et donc, c'est pourquoi le ministère fait un système de marché public extrêmement réglementé et avec un cadre éthique et juridique qui est extrêmement robuste. Donc ça, je pense qu'il faut dire les choses avec clarté. Les entreprises ne font absolument pas ce qu'elles veulent, c'est tout à fait réglementé, etc. Ce que demande EdTech France pour les enseignants,
et pour les entreprises, c'est quelque chose qui puisse respecter la liberté pédagogique. Donc après le P2IA, un cycle 2, qui a connu un certain succès, après les TNE, mais qui était seulement pour certains territoires, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un système de contre-sources qui soit alloué aux enseignants, qui puissent s'en servir en fait pour choisir, parce que la liberté pédagogique, c'est tout à fait central. Chacun doit pouvoir disposer de ce qu'il souhaite dans sa classe, et bien les ressources qu'il juge nécessaires au service de sa pratique pédagogique. Donc voilà, donc nous, c'est ce qu'on demande. Après les expérimentations qui ont été successives et qui ont montré, Erwan l'a dit, des usages pédagogiques vertueux, qui ont montré une recherche robuste, on demande à ce que les enseignants puissent se saisir de façon équitable, c'est-à-dire partout, nationalement, en fait, un contre-source pour que chacun puisse déployer, s'il le souhaite, et quand il le souhaite, et comme il le souhaite, les outils numériques. George Wilson, il y a des pays, la Grande-Bretagne, à commencer par la Grande-Bretagne, mais ou d'autres, où on voit cet écosystème se mettre en place. Vous avez un peu comme ça, un benchmark, comme on dit, à nous partager. Je pense que ce qui est super intéressant avec l'IA, c'est qu'il n'y a aucun pays qui a une énorme avance, dans le sens où on part tous du même point. Il y a quelques années, c'était pas un grand sujet, et maintenant c'est le sujet. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est justement de créer ces espaces d'échange qui ont été évoqués, mais à une échelle internationale. Au mois de novembre, nous avons tenu un atelier international en partenariat avec France Éducation Internationale. Et le but, c'était justement de réunir 80 personnes de tous les niveaux de l'enseignement de plus de 10 pays. Et justement, c'est ce genre de réflexion, ce genre de formulation d'un écosystème d'échange, de partage, de génération d'idées que je pense est super important. Et nous avons également pu constater la valeur de ces échanges à travers des communautés de pratique que nous établissons avec des gens de plus de 30 pays parfois. Et je pense que là, on peut sortir de ces échanges avec quelque chose de très concret. Par exemple, je vous partagerai un lien à nouveau, mais un lien vers un document où des enseignants de plusieurs pays se sont réunis et ont répondu à des questions très précises. Quelle est la place du privé au niveau de l'IA dans le système éducatif? Comment formuler un prompt qui est inclusif, etc. Et donc, je pense vraiment que l'international a un rôle à jouer, mais je ne pense pas qu'il y a un pays qui peut prétendre au trône. Et tant mieux. Amit Chachua, il y a eu une question aussi qui rebondissait sur votre propos, sur où sont les espaces dans les INSPE pour discuter de ces questions. Dans quel cadre vous parliez de la transversalité, de la mutualisation. Est-ce qu'on peut être plus précis sur les espaces dans lesquels se noue la discussion sur l'IA? C'est ce que j'ai indiqué, donc c'est ce qu'on a créé, donc, puisqu'on a démarré, puisque c'était la première année où le réseau des ISP s'est emparé de cette question. Donc d'abord, on a invité lors d'une plénière, Erwan, je pense, je ne me rappelle plus la date, mais justement pour une intervention auprès de l'ensemble des directeurs des ISP, je pense que c'était une première intervention. Puis après, le printemps de la recherche, l'université, ce sont des espaces dans lesquels on va essayer de définir une stratégie, je l'espère, moi c'est mon objectif, commune, et le travail se poursuivra l'année prochaine puisque, comme on a dit, on a besoin du temps. Alors, et surtout le rôle des référents numériques, puisque chaque INSPE a un référent numérique qui ont travaillé pendant toute l'année. Donc, c'est un espace quand même qui a travaillé dans une continuité et qui vont se réunir au mois de juin pour faire un retour un peu de ce qui se fait dans chaque INSPE et quelles propositions on peut mettre en place. Donc, l'objectif du réseau des INSPE, c'est de créer ces moments, ces lieux d'échange pour proposer une stratégie nationale sur l'intégration, si on arrive, je l'espère, sur l'intégration de l'IA dans la formation initiale. Et c'est le bon moment qui arrive, puisque on va avoir 1 an et demi là pour, enfin, on va dire un peu moins d'1 an pour produire des nouvelles maquettes de la formation des enseignants, qui est ambitieuse quand même. Merci. Erwan Petel, je reviens sur ce que disait Aude Guénaud, ou ce qu'elle n'a pas forcément développé, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est ce risque peut-être de stop and go aussi dans le soutien au EdTech. Là, il y a cette idée d'un contre-source pour les enseignants, ce serait sans doute une très grosse évolution. En attendant, on a aidé des entreprises à tester des choses, mais la pérennité des outils n'est pas aujourd'hui garantie.
C'est une question compliquée. Merci Théo Ah, je suis là pour ça. de me donner 30 secondes pour ne pas y répondre donc. Non, mais il est clair qu'on a mis de l'investissement innovation par France 2030 sur le développement de savoir et d'expertise par des partenaires privés. Enfin, moi, je ne suis pas un fan du clivage. Enfin, qu'on ait plus parmi ces partenaires privés, il y a plein de chercheurs, INRIA, CNRS, etc. Donc, il faut arrêter cette dichotomie. Enfin, c'est pas le problème, en fait. C'est pas En revanche, le sujet, c'est que faire de ces outils et comment les faire rentrer dans la classe. Ça, c'est un vrai sujet. Et au-delà de les faire rentrer dans la classe, je lisais dans le flux, il est clair que on a toujours ce risque dans notre éducation nationale, du fait de son organisation. On a parlé des manuels scolaires, qui était une forme de ressources, en fait, de ressources pédagogiques. Et l'outil AIA, l'outil numérique, est une autre forme de ressource. Et je pense que là où il faut s'interroger, c'est effectivement sur ce qu'est devenu aujourd'hui cette boîte à outils de l'enseignant, qui était historiquement le manuel scolaire, et qui devient aujourd'hui un écosystème d'outils, de ressources par le papier, le numérique, etc. Et maintenant, comment le financer ? Dans un contexte d'éducation nationale qui vise à une égalité de traitement, or, les manuels scolaires, ce n'est pas de l'argent national, hein, c'est un argent collectivité territoriale. Seulement, il y a une nécessité de fournir des manuels scolaires à l'ensemble des enfants. Pour les outils numériques, et parce que j'ai 400, pas personnellement, 400 entreprises de EdTech, on sent que, et on voit qu'il peut naître une forme d'hétérogénéité de traitement. Je ne parle pas d'inégalité. À savoir qu'une collectivité locale, une commune, peut décider pour ses écoles primaires de fournir un certain nombre d'outils. Une collectivité territoriale départementale peut souhaiter développer et financer des outils pour l'ensemble de ses collèges, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout le schéma. Mais vous comprenez bien qu'il y a là évidemment une source d'hétérogénéité de traitement pour les enseignants en termes de capacité et d'outils à destination de leurs élèves ou de leurs pratiques professionnelles. On parlait de Knowledge, vous voyez Knowledge, c'est un outil d'aide au métier et au quotidien. On en a d'autres qui sont à destination directement des élèves. Et donc, il se pose ce problème-là au travers d'un financement par les collectivités. Et c'est bien qu'elles financent, mais en tout cas, on a ce sujet d'une hétérogénéité d'accès à des outils. Donc, ce sujet-là est entier. Il ne s'agit pas de l'occulter. Les financements TNE, P2IA, qui étaient des financements nationaux, mais comme il a été dit, dans certaines académies, 12 académies, font que maintenant, on est au bout de ce qui a été une étape d'innovation et d'expérimentation. Et maintenant, il faut s'interroger sur la manière par laquelle on le déploie, qu'est-ce qu'on veut déployer, comment on le déploie, est-ce qu'on a des systèmes de labellisation d'outils, est-ce qu'on a, etc., etc. Voilà, il y a des vraies grandes questions qui se posent et qui associent forcément aussi la formation, c'est-à-dire ces outils EdTech, il faut qu'ils soient à disposition de ceux qui sont en parcours de formation pour qu'une fois qu'ils arrivent dans la classe, ils sachent les maîtriser, parce que sinon ça ne sert à rien non plus. Donc voilà, c'est plein de questions, mais plein de questions ouvertes, qui sont complexes, évidemment, dans un contexte budgétaire complexe. Et la mauvaise réponse que l'on a pu observer dans le cadre d'une mission dont je sors, c'est quand c'est la coopérative de l'école qui, in fine, paye les licences. Parce que là, finalement, on en arrive à cette distorsion où ce sont les parents d'élèves qui vont financer. Et là, un inspecteur général qui ne s'est pas beaucoup exprimé au nom d'une institution, mais l'éducation nationale, c'est quand même de viser une forme d'égalité de traitement, même si elle n'est pas absolument parfaite, mais en tout cas ne pas faire en sorte qu'on revienne à la richesse de certains qui permettent d'accéder à des outils d'un meilleur apprentissage. Donc voilà, il est là la limite et comment dire, l'éventuel problème qui peut naître de cette situation. Eh ben, ça fait un bon point de vigilance sur lequel conclure. Peut-être d'un mot, Ami, Georges et Aude Guénaud, s'il fallait retenir une idée forte dans cette question du déploiement, de la gouvernance, de la place des territoires, chacun, avec quoi vous voudriez qu'on reparte, comme vient de le faire Erwan. Aude, peut-être, une idée clé pour vous? Oui, moi je voulais quand même dire en 2 phrases que EdTech France et Mistral
accompagné du ministère, et j'ai vu Lucie dans le chat, accompagné du ministère de l'Enseignement supérieur, ont une alliance pour valoriser justement une intelligence artificielle qui soit française et donc qui permette à nos EdTech d'être outillés d'une façon souveraine, éthique, loyale, et c'est très important pour les usages que nous allons développer. Voilà, donc on travaille à ce cadre de protection qui est si important pour l'IA au service de l'éducation. Et vous avez embarqué une dizaine d'universités déjà, je crois, Exactement. dans ce partenariat. Exactement. C'était une présentation qui a été faite dans le cadre du sommet de l'IA, et nous avions remporté auprès du SGPI un groupe de travail qui est déjà porté par un certain nombre d'universités. Absolument. Georges, une idée clé pour terminer? Oui, je vais appuyer sur le fait que l'important pour moi, c'est la formation. Mais la formation ne peut pas se faire tout seul parce que tout le monde découvre en même temps. Donc, je pense que c'est le réseau. C'est de créer des réseaux d'enseignants, de créer des réseaux de formateurs, de créer des réseaux de décideurs et de mélanger tous ces réseaux afin que tout le monde puisse s'entraider. Je pense que c'est extrêmement important. L'entraide. Eh ben, on espère avoir contribué un peu au réseau aussi aujourd'hui. Amine, peut-être le mot de la fin pour vous aussi en votre qualité de vice-président du réseau des INSPE. À part que vous allez devoir vous mettre à Mistral, hein, ça c'est, on comprend que ça c'est un point important. Cette idée ou une autre pour vous? Oui, en fait, oui, la question de souveraineté qui est importante. Il y a la question effectivement d'identifier un peu les axes à travers lesquels il faut qu'on aborde la question de l'IA, quand j'ai cité tout à l'heure, éthique, d'écologie, etc. Mais je pense qu'il est important, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la formation initiale pour le réseau des INSPE, mais il ne faut pas qu'on oublie la formation continue. Tout à l'heure, Erwan en a parlé pour les enseignants qui sont déjà en exercice. Et là, l'EAFC doit jouer un rôle. Et donc, le réseau des INSPE, je pense, en tant que réseau, on a un rôle à jouer comme dans l'interface de communiquer avec le terrain, la recherche, mais l'EAFC, il faut qu'on arrive à créer un écosystème en France avec les différents partenaires en termes de complémentarité et d'expertise pour qu'on aborde ce dossier ou ce sujet de l'IA, parce qu'il est tellement complexe, il avance vite et personne ne peut réussir seul, impossible. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé au niveau du réseau des ISP pour qu'on puisse construire quelque chose en termes de réseau, mais le réseau seul ne peut pas apporter de réponses, je ne parle pas de solutions, mais de réponses pour comment aborder des stratégies. Donc, il faut qu'on le fasse avec d'autres partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Et pour terminer, la dernière phrase, c'est que je vous remercie pour ce moment-là qu'on a partagé ensemble. Eh bien, je vous remercie également. Merci à tous nos participants qui ont été aussi extrêmement dynamiques. Je le redis, tout sera en ligne en accès libre sur Campus Matin, le replay, la synthèse, les liens. Et je crois qu'on a en potentiel d'autres webinaires sur plusieurs sujets qui ont été soulevés et qui pourraient évidemment à eux seuls mériter un temps dédié. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à tous les participants. Merci au réseau des INSPE pour ce partenariat. Et très bon appétit à tous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci.